Éric Zemmour, en une, entre l'islam et la République, les musulmans doivent choisir. Vous savez, on peut tourner autour du pot et financer, mais les mots sont là. Quand on dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, cela veut dire que cette religion-là n'a pas sa place en France. Jean-Michel Apathy détruit l'avocat d'Éric Zemmour. Vous allez voir que Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, a fait la pire erreur de venir débattre avec Jean-Michel Apathy. Il l'a tout simplement humilié en direct. Il est venu défendre un Éric Zemmour qui a osé sortir un livre sur le sursaut judéo-chrétien, alors que ni lui ni sa femme Sarah Knafo, qui est quand même la représentante des chrétiens d'Orient, n'ont pris position ou ne serait-ce qu'une pensée pour les chrétiens palestiniens qui se font bombarder chaque jour. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au slogan. Il me semble que quand Reconquête dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, ça veut dire que l'islam, comme système politique, n'est pas compatible avec la République. Mais Éric Zemmour, dont je ne suis pas l'avocat, mais il se trouve que je le connais assez bien et que c'est quelqu'un que j'estime, a dit que c'était pas les musulmans comme personne qui posait un problème. C'était l'islam qui voulait s'imposer comme un système alternatif aux valeurs de la République. Et ça, on le voit tous les jours. Ça s'appelle la communautarisation. Dire cela, à mon avis, même si c'est un peu fort dans les termes, même si le risque, c'est que nos compatriotes musulmans se sentent exclus, je pense que c'est une base de discussion. Et je pense que nous sommes allés beaucoup trop loin dans les accommodements avec l'islam. Je vous renvoie à une du magazine d'Elisabeth Lévy, j'oublie son nom à l'instant. Janvier 2018. Éric Zemmour, en une, entre l'islam et la République, les musulmans doivent choisir. Vous savez, on peut tourner autour du pot et financer, mais les mots sont là. Quand on dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, cela veut dire que cette religion-là n'a pas sa place en France. Non. Alors, on dit qu'il y a 4 millions de pratiquants, je ne sais pas ce qu'on en fait, on ferme les mosquées. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit quelque chose comme ça? C'est un propos outrancier, d'extrême droite. C'est le problème d'Éric Zemmour, de Sarah Knafo, ça m'est égal. Mais entendre Laurent Wauquiez dire « Ah ben nous, on peut s'allier avec eux », ça veut dire que soit ce qu'ils disent, en fait, ils ne le croient pas, soit lui se moque de ce qu'il dit. Voilà, ce n'est pas sérieux. Mais je pense que encore une fois, c'est une formule qui peut se discuter, mais on voit tous les jours que la République recule par rapport au communautarisme. Est-ce que vous avez vu, par exemple, Gérald Darmanin, qui est obligé, le garde des Sceaux, qui est obligé de faire un texte officiel pour interdire le voile islamique à l'École nationale de la magistrature? Les juges de demain, ça vous pose pas un problème, ça? Eh ben moi, ça m'en pose un. C'est intéressant parce que c'est en ça qu'on est différents. Moi, ça me choque profondément. Et si je voyais un magistrat avec un foulard islamique, je serais profondément gêné parce que je me dirais comment peut-on imaginer que cette femme, parce qu'en l'occurrence c'est plutôt un attribut féminin, vote avec tout le décide et juge avec tout le recul nécessaire. Vous trouvez, et c'est une chose qui nous différencie, que c'est très bien que tout le monde peut vivre comme il veut. Je pense que là où vous vous trompez, c'est que vous ne voyez pas que l'islam est une religion qui n'est pas comme les autres. Parce que l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est une civilisation. Est-ce que c'est compatible avec la République? Le problème, et alors... Est-ce que c'est compatible avec la République? Est-ce que la polygamie est compatible avec la République? Non. Non. Bon. Est-ce que le fait que les femmes ne soient pas traitées comme les hommes, par exemple, dans une famille, en termes de place, de liberté, c'est compatible avec la République? Non. Bon. Je pourrais vous prendre d'autres exemples comme celui-là. Vous savez très bien que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe concrètement dans un grand nombre de banlieues. Et donc ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous vous rendez compte, Guillaume, que ce que vous dites est horrible? Parce que vous avez parlé de communautarisme, vous avez donné des exemples. Nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. Et nous ne voulons pas voir ce qui marche. Communautarisme, c'est un mot trompeur. Le nombre de personnes issues de la culture musulmane et qui pratiquent l'islam, qui sont républicains, qui sont professeurs, qui sont avocats, professeurs, universités, lycées, collèges, des journalistes, des acteurs, des sportifs, des gens qui sont intégrés à la société française. Mais la liste est interminable. Et nous nous focalisons sur quelqu'un qui dit « Ah, un magistrat devait mettre un voile ». Et par xénophobie, nous en faisons une règle générale. Donc tous les musulmans demandent à ce que les femmes mettent des voiles. Nous sommes en train de créer... C'est
d'une certaine manière. C'est le projet d'Éric Zemmour. Nous sommes en train de créer les conditions d'une guerre civile. En fait, c'est extraordinaire. C'est ça parce que notre différence. Pour vous, moi, c'est je nous. ne veux pas la guerre pour civile. vous, c'est nous, ou par exemple moi, qui, par mon intransigeance, est en train de faire monter l'islamisme en France. C'est ça que vous pensez? Non, je pense que vous êtes en train de rejeter les musulmans du pacte républicain. mais non. L'islamisme, vous pensez que je suis tolérant avec l'islamisme? Ce que je voudrais vous dire, regardez les sondages. Il y a eu plusieurs sondages qui montrent que quand on pose la question, est-ce que l'islam est au-dessus des lois de la République? Plus les musulmans qui répondent sont jeunes, plus ils répondent oui. Nous avons un problème. Ça n'est pas quelques cas isolés, parce que sinon, est-ce que vous croyez que je serais là à vouloir sonner le tocsin? Ce serait irresponsable. Mais je vois que il y a des tensions qui sont de plus en plus fortes. Tous les professeurs de France vous le diront. Il y a de plus en plus de difficultés à l'école parce qu'on ne peut plus enseigner de façon libre l'histoire de la France et ses valeurs. C'est pas moi qui le dis. Vous comprenez? Vous avez des signaux tous les jours. Je pense parce que vous êtes de bonne foi. D'intégration. Oui, mais ils sont formidables ces signaux-là. Ils sont formidables ces signaux-là. Le problème, c'est que ils ne sont pas suffisamment importants pour nous enlever, en tout cas pour m'enlever mon inquiétude. Guillaume et Jean-Michel. Ensuite, vous allez voir Mathilde Panot, députée LFI, humilier ce journaliste qui a voulu la piéger sur Beyrouth et le 10 septembre. Je pense que le plus important, c'est ce qui va se passer mercredi 10. Bloquons tout parce que cela détermine ce qui va se passer le lundi. S'il y a un vote de confiance à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs François Bayrou l'a dit lui-même, c'est que justement la pression populaire lui a fait accélérer le calendrier et demander ce vote de confiance. Donc le mouvement du 10, avant même d'avoir commencé, aura eu la tête d'un gouvernement et la chute d'un gouvernement, ce qui est la première fois en 5e République qu'un gouvernement chute avec un vote de confiance. Donc pour moi, c'est le 10 le plus important. Et pour aller sur le 12, parce que c'est quelque chose qui est très important, nous avons un Premier ministre qui est allé partout, sur toutes les chaînes, expliquer que nous étions à la limite de la crise financière. D'abord, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas d'accord avec le diagnostic. Et je n'ai par exemple qu'un exemple à donner, c'est que la charge des intérêts de la dette est aujourd'hui moins élevée que ce que nous avons connu dans le passé, par exemple dans les années 90. J'apporte une petite précision. En pourcent du PIB, elle est aux environs de 2%, les intérêts de la dette, alors qu'effectivement, elle a grimpé jusqu'à 3,5%. Exactement. Mais c'est la tendance aujourd'hui qui inquiète, Mathilde Panot. Vous le savez, c'est l'augmentation, 50 milliards l'an dernier, 60 cette année, 70. Que les gens qui viennent nous faire la leçon sont ceux qui sont responsables de 1000 milliards de dettes, ceux qui ont donc creusé le déficit et qui nous proposent de continuer les mêmes politiques. Donc je vais vous dire pourquoi vendredi 12 c'est important. C'est que nous avons un Premier ministre qui est dangereux pour le pays. Parce qu'à force de dire... Oui, à force de dire qu'il va y avoir une crise financière, vous pouvez avoir une prédiction auto-réalisatrice. Et nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'un Premier ministre nous propose toujours la même politique qui mènera toujours au même désastre. Et donc, il faut rompre avec cette politique. Et je crois que lundi 8, ça sera d'abord un immense soulagement pour des millions de Français et de Françaises. On va parler de tout ça, du 8, du 10 dans un instant. Mais d'abord, François Bayrou qui s'est adressé aujourd'hui à tous ceux, dont vous, donc Mathilde Panot, qui souhaitent le faire tomber. Écoutez. LFI et le Rassemblement national, c'est quoi? C'est de la guerre civile, y compris parfois dans l'hémicycle physique. Ce sont des formations qui sont hostiles jusque aux racines les unes aux autres et qui vont s'allier pour abattre le gouvernement sur une question assez simple, c'est est-ce que la situation du pays est grave et urgente? Vous êtes en guerre civile pour abattre le gouvernement. Non, je crois que ceux qui menacent aujourd'hui le pays de guerre civile, c'est justement l'extrême droite, avec 3 assassinats qui ont lieu en 1 an. Jamel Benjabala tué par un militant néo-nazi. Il y a aussi Hichem Miraoui ou encore Aboubacar Cissé tué alors qu'il priait dans une mosquée. Et c'est ceux qui justement répandent la haine dans ce pays qui pourraient être responsables d'une guerre civile. Nous sommes les gardiens de l'unité du peuple. Ceux qui refusent à tout moment qu'on trie les gens selon leur origine, leur religion, selon leur orientation sexuelle. Et donc, c'est ce que nous portons. Et je vais vous dire pourquoi il est urgent de se débarrasser de M. Bayrou et de son gouvernement. Il a, dans ce gouvernement, un ministre de l'Intérieur qui parle comme Pétain de français de papier. Et sa seule présence aurait dû justifier une censure, notamment du Parti socialiste, dès le départ. Et aujourd'hui, la Macronie est responsable de la montée de l'extrême droite dans ce pays. Rappelez-vous, en 2017, première année d'élection d'Emmanuel Macron, il y avait alors 8 députés d'extrême droite à
à l'Assemblée nationale. Ensuite, en 2022, il y a eu 89 députés d'extrême droite. Ça, ce sont les en Français 2024, 142 députés d'extrême droite. Donc la première des choses pour battre l'extrême droite dans ce pays, eh bien, c'est de tourner la page de la Macronie. Ce sont les Français qui ont élu les députés du RN. Oui, bien sûr, mais ceux qui parlent comme eux ont une responsabilité dans ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez, Mathilde Panot, la stratégie de François Bayrou qui est absolument partout depuis 10 jours, qui enchaîne les médias les uns après les autres? Est-ce que, malgré vos désaccords politiques qui sont nombreux, forts, personne n'en doute, vous reconnaissez qu'il a, depuis des jours et des jours, mis sur le devant de la scène médiatique la question de la dette, qui est pour lui, peut-être pour vous aussi, une question importante? Alors non, vous lui reconnaissez ça ou non, même je ne pas? le reconnais pas. Non. Ça. La seule chose que je reconnais à M. Bayrou, c'est qu'il ait enfin demandé un vote de confiance, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans en Macronie, depuis en fait le Premier ministre Castex, et donc il aurait dû partir bien avant puisqu'il n'a pas la confiance de l'Assemblée nationale et que dans n'importe quelle démocratie, un gouvernement se présente devant l'Assemblée nationale. De toute façon, vous l'auriez censuré dans quelques semaines. Sur la question de la dette, vous savez... Oui, bien sûr. Vous l'auriez censuré dans un mois. Oui, bien sûr. Nous avions assumé de dire, dès le 23 septembre, dès l'ouverture de la session parlementaire, nous aurions déposé une motion de censure pour un budget qui est le plus cruel du 21e siècle. Mais sur la question de la dette, je veux quand même qu'on s'entende. Le Premier ministre répète partout que ce serait une question de diagnostic qu'il aurait posée aux Français et aux Françaises, et notamment à l'Assemblée nationale. Déjà, la question de diagnostic n'existe pas dans la Constitution. Je le redis juste, il y a une question de confiance, il y a une motion de censure, mais pas de question de diagnostic, ça n'existe pas. Et ensuite, je répète ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic. C'est justement la politique qui est menée depuis 8 ans de cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales, dont aujourd'hui le gouvernement présente l'addition au peuple français en lui demandant de couper sur la santé, de couper sur l'éducation, sur des services publics qui sont déjà à l'os. Mathilde Panot, sur François Bayrou et Emmanuel Macron responsables d'une grande partie de la dette par leur politique. Mais en 2021, au moment de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon disait « La dette, après tout, n'est pas forcément un si gros problème que ça. On pourrait en geler une partie. Oui. Geler la partie de la dette qui appartient, pardon d'être un peu technique, mais c'est important, à la Banque Centrale Européenne. C'est en gros un petit quart de la dette, mais un petit quart, c'est des centaines et des centaines de milliards d'euros. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Il faut la transformer, cette dette-là, en dette perpétuelle qu'on ne remboursera jamais. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui expliquent que nous allons rembourser la dette et qui proposent comme seul horizon pour les générations futures de rembourser la dette sont des irresponsables. Et comment vous allez convaincre les pays? Pardon, c'est important cette question-là. C'est une question à 700 milliards d'euros si je compte bien. Comment vous allez expliquer aux Allemands ou aux pays un peu plus sérieux budgétairement parlant que on ne va pas rembourser cette dette et que eux doivent la rembourser? Ou alors vous dites personne ne la rembourse. La dette qui est dans les coffres. Personne ne sera lésé par cela. Personne. Absolument. C'est pas ma question. Personne. C'est pas ma question. Donc, sur la question de la dette, juste sur cette question-là, il faut comprendre que quand on est en train de hurler sur la question de la dette, si on avait investi, par exemple, dans les grands chantiers qu'il y a à faire face au dérèglement climatique, qui est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle. Si on avait investi dans, je ne sais pas, des grands travaux, dans la santé, ça ne pose pas de problème de s'endetter. Le problème, c'est de s'endetter en ayant rendu l'argent aux plus riches. C'est ça qui est un problème. Et vous avez remarqué probablement que les 500 plus grandes fortunes de notre pays ont vu leur patrimoine doubler depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Chaque année, nous avons des records de dividendes. Donc, là, ce que nous disons... des situations, des solutions pour l'avenir. Moi, je vous parle de la dette qui est déjà celle d'aujourd'hui. Et je note que sur ce point, la position des Insoumis n'a pas changé. C'est-à-dire geler une partie de la dette. Nous avions même proposé ce texte à l'Assemblée nationale si les uns et les autres veulent regarder en détail ce que cela veut dire de rendre la dette perpétuelle. On va parler, si vous voulez bien, de l'après-Bayrou. Il y a un homme qui se positionne depuis plusieurs jours, vous le connaissez bien, il est de votre côté de l'échiquier politique, c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui l'a redit aujourd'hui chez nos confrères de France 3. Si François Bayrou tombe demain, est-ce que vous imaginez Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Mais je n'imagine rien, c'est le chef de l'État qui est le seul à être en mesure de nommer un Premier ministre et ce sera son choix. Donc si Emmanuel Macron vous dit « je vous choisis comme Premier ministre », est-ce que vous dites oui ou non ? Mais je vous ai répondu, et je vous ai répondu que oui, pour moi comme pour les autres, ce sera oui. Olivier Faure a déjà dit qu'il était disponible si Emmanuel Macron lui passe un coup de fil. Il dit qu'il ne prendra pas de ministre de votre camp, d'insoumis, dans son gouvernement. Que ferez-vous, Mathilde Panot, s'il est nommé à Matignon ? Alors déjà, il faut prendre les choses dans l'ordre. J'ai mis quelques si à la question. Vous avez raison. Mais d'abord, je veux dire une première chose.
D'abord, il y a donc le 8 avec un soulagement, je le rappelle, pour des millions de Français et de Françaises. Et ensuite, il y a une première question qui se pose. Je répondrai précisément à votre question, mais il y a une première question qui se pose, c'est que nous, insoumis, disons que nous ne voulons pas d'une énième personne qui continuerait la même politique. Nous voulons changer de politique. Et je vais vous dire pourquoi. Il a dévoilé il y a quelques jours son projet, vous l'avez lu sans doute. Oui, c'est 50% de macronisme, c'est-à-dire moitié moins d'austérité. Bon. Donc ça veut dire que si le Parti socialiste était appelé à Matignon, il ferait de fait une grande coalition avec les macronistes, voire les LR, pour pouvoir se maintenir, en tout cas un accord de non-censure. Il peut aussi négocier un accord de non-censure avec les autres partis. J'ai regardé par exemple le contre-budget qu'il proposait. Alors vous n'avez plus d'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, mais seulement de la suspension. Vous n'avez pas d'augmentation du SMIC, en tout cas pas de pouvoir pour faire en sorte de mesures de pouvoir d'achat pour faire en sorte de relancer la consommation populaire. Il n'y a plus l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, etc. Bon. Donc, ce que vous dites en fait, c'est qu'il a oublié le programme du NFP, oui. Mais c'est normal, il n'est pas le NFP. Ah bah oui, mais du coup, vous comprenez que nous, si nous avons fait une alliance, puisque c'est nous qui avons créé le nouveau Front Populaire et avant la NUPES, c'était sur un programme de rupture. Et du coup, ça vient à votre question. Nous n'avons jamais censuré sur une personne, même si certaines personnes sont détestables. Je parle notamment de ce qui s'est passé avec le scandale de Betaram pour François Bayrou. Nous avons censuré, oui, je pense que quelqu'un qui a laissé pendant des années des enfants être en danger et qui a menti devant la représentation nationale est quelqu'un qui, effectivement, là, vous visez François Bayrou. J'ouvre une parenthèse. Après, je vous laisserai répondre sur cette question cruciale qui est celle de la censure ou pas d'un gouvernement d'Olivier Faure, mais sur ce mot détestable, lors de la rentrée des Insoumis, on a pu entendre des militants reprendre en chœur le slogan « Tout le monde déteste la police », slogan qu'on entend parfois chez vous, mais en changeant les derniers mots. Tout le monde déteste le Parti socialiste. Et vous savez que c'est des choses qui sont chantées très souvent en manifestation. Vous détestez le Parti socialiste? Non, je veux dire, attends, nous avons créé la NUPES, le NFP, mais par contre, oui, il y a un problème lorsque le Parti socialiste renoue avec la politique qu'a fait François Hollande, celle qui a permis, je le rappelle quand même, qui n'a pas permis à François Hollande de se représenter comme président tellement il était impopulaire, celle qui a vu le projet de loi de déchéance de nationalité, la loi travail El Khomri dont on se rappelle encore, et celle qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir. Et oui, c'est normal, c'est logique que vous ayez des militants qui soient extrêmement en colère d'avoir mis toute leur énergie pour faire gagner le nouveau Front Populaire l'année dernière et qui voient que, une fois élus, vous avez des élus socialistes qui oublient leur programme et qui s'assoient dessus. J'en reviens à la question. Y aura-t-il une censure automatique d'un gouvernement de gauche dirigé par Olivier Faure? Je reviens à ce que je disais. Nous ne censurons pas sur des personnes, mais sur un programme. Et ce que nous voyons pour l'instant dans le programme qui est présenté par le Parti socialiste ou par Glucksmann d'ailleurs, c'est un programme qui est soluble dans le macronisme. Et nous, donc la réponse est oui, on censurera. Nous sommes irréconciliables avec le macronisme. Voilà ce que je dis. Et avec le socialisme? Mais le socialisme, nous avons fait le nouveau Front Populaire. Donc quand les socialistes sont socialistes, nous n'avons pas de problème. Au vu de tout ce que vous nous dites, il ne fait pas la retraite à 60 ans, mais à 62. Il ne nous suit pas sur le SMIC. Ça veut dire, si Olivier Faure arrive à Matignon, le lendemain, vous déposez une motion de censure ou pas? Je veux que vous compreniez. Oui. Je crois que je comprends bien votre désaccord sur le fond. En fait, sur le fond. Non, mais dans je ce veux que cas-là, vous compreniez. le message que vous pouvez lui passer ce soir, c'est ça ne sert à rien d'aller à Matignon. De toute façon, tu tomberas. Enfin, mais je sais pas si vous mais le moi, je le dis, tous ceux qui iront sauver le soldat Macron tomberont avec lui. Je vais vous dire, pour que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas en train de parler d'un gouvernement dans lequel il y aurait Olivier Faure qui aurait exclu les Insoumis, des écologistes et des communistes. On ne parle pas de ça. Nous sommes d'accord. Ça dépend. Non, pour qu'un gouvernement puisse tenir, il faudra forcément qu'il y ait le soutien des macronistes et le soutien des LR. Il se trouve que Olivier Faure fait acte de candidature. Au moment même où le gouvernement décide d'interdire des journalistes en manifestation pour le 10 septembre, au moment même où le gouvernement veut s'attaquer par décret à l'aide médicale d'État, ce qui est une folie sanitaire, et qui est la marotte de l'extrême droite depuis des années. Donc, c'est ça qui va se passer. Ça veut dire que si vous avez Olivier Faure à Matignon ou je ne sais qui, ça sera forcément une politique qui vise à continuer, peut-être un peu atténuée, mais ça ne nous convient pas, à continuer la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Mais nous voulons un programme de rupture. Il vaut pas mieux pour vous la retraite à 62, prônée par Olivier Faure, que la retraite à 64 d'aujourd'hui. Non, nous voulons l'abrogation. C'est tout ou rien. C'est le programme des Insoumis ou du NFP ou rien. Mais vous comprenez que c'est une question de confiance et de conviction. Nous nous sommes présentés avec un programme devant les électeurs et les électrices. C'était il y a tout juste un an. Un an après, qu'est-ce qui justifie d'expliquer que ce n'est plus possible? Qu'est-ce qui justifie? C'est que le NFP a volé en éclats. Oui.
Non, absolument rien ne justifie cela. Rendez-vous compte que la retraite à 64 ans a été passée contre tout un peuple, contre l'ensemble des syndicats et même contre l'Assemblée nationale puisqu'elle a été passée en force par 49.3. Une telle réforme ne s'amende pas, elle s'abroge. Voilà ce dont nous sommes en train de parler. Donc, je veux vous expliquer cela pour vous dire que nous serons fidèles à nos engagements et aux engagements pris devant les électeurs et les électrices pour qu'il reste une alternative dans ce pays. Donc il vous préférez restera rester dans toujours une l'opposition, alternative que le dans PS ce pays. Reste dans l'opposition, même si ça fait 8 ans que la gauche n'a pas été à Matignon. Vous allez peut-être me dire que Bernard Cazeneuve, c'était pas la gauche. Je crois que le PS n'a pas tellement besoin que je lui dise quoi faire, puisque ils ont décidé depuis plusieurs mois de casser l'ensemble du programme du Nouveau Front Populaire et de rompre avec le Nouveau Front Populaire. Donc, je vous repose la question une dernière fois, parce que je vous en prie. En filigrane, je pense que la réponse est claire, mais vous n'avez pas prononcé le mot. Je retente ma chance, entre guillemets. Mais nous verrons. Parce vous que, censurez, enfin, vu ce que vous nous dites, pourquoi ne pas le dire? J'ose espérer qu'un Premier ministre, d'autant plus ce qui se dit socialiste, demanderait un vote de confiance. Donc, par exemple, la question se posera sur le vote de confiance. Si le vote de confiance a lieu la semaine prochaine, vous faites quoi? Eh bien, nous verrons le programme qu'ils présenteront, mais ce que nous voyons ne nous donne aucunement confiance. Bon, il y a un autre homme, vous parliez d'Olivier Faure, mais il y a un autre homme cette semaine qui a acté la rupture avec vous, les Insoumis. Il l'a fait dans une grande interview à Libération. C'est Raphaël Glucksmann. Il n'y aura plus jamais d'alliance électorale avec vous, vous dit-il. Qui peut faire croire que nous gouvernerons ce pays avec Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, Mathilde Panot, Manuel Bompard? Nous ne le ferons pas. Qu'est-ce que vous lui répondez, je crois Raphaël Glucksmann? Tant pis ou tant mieux? Je crois qu'il y a des millions de gens dans ce pays qui, justement, veulent gouverner avec Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et beaucoup d'autres. Apparemment. Eh bien oui, au moins il a le mérite de la clarté. Mais vous savez que Raphaël Glucksmann a, par exemple, demandé à François Bayrou, après avoir dit qu'il avait peur du mouvement du 10 septembre, qu'il n'y participerait pas, a demandé à François Bayrou de renoncer au vote de confiance. Donc ce que propose M. Glucksmann, c'est de continuer avec le budget de M. Bayrou et de continuer avec l'équipe de M. Bayrou, notamment M. Retailleau. Lui aussi est macroniste. Donc il y a le mérite de la clarté. Glucksmann, c'est un autre Macron impossible, c'est évident. En fait, à part Jean-Luc Mélenchon, à gauche, il n'y a que des clones d'Emmanuel Macron, si je vous suis. Non, je n'ai pas dit ça sur tout le monde, non. Vous savez. Je pose ma question différemment, Mathilde Panot. En dehors des Insoumis, est-ce qu'il y a une personnalité de gauche pour vous qui est encore de gauche? Oui, bien sûr. Qui ça? Par exemple, Sandrine Rousseau, je ne sais pas, Cyrielle Châtelain. Non, je peux vous citer beaucoup de gens. Ils pourraient être, eux, Premier ministre. Mais en fait, la question, c'est pourquoi faire? C'est pas la question. Enfin, je comprends que vous voulez jouer dans les médias à la petite course aux chevaux. Non, pardon, on a parlé du fond. Retraite 62, 60 ou 64, c'est pas la même chose. C'est justement pour dire pourquoi faire. Regardez, partout on est en train de m'interpeller. Nous sommes la 7e puissance économique au monde. Et il se trouve qu'il y a des milliers d'enfants dans ce pays qui n'ont pas d'accompagnante d'élèves en situation de handicap et qui se trouvent donc déscolarisés. Nous avons proposé un service public des AESH, donc pour faire en sorte de les titulariser et qu'elles soient correctement payées. Ça coûte 2,5 milliards d'euros. Bon, ça, par exemple, c'est ce qu'il faut faire pour dépenser plus. Il faut dépenser plus pour faire une relance écologique et sociale. Parce que ce qu'est en train de créer le gouvernement en voulant faire une austérité jamais vue dans ce siècle, c'est de créer un effet récessif qui aura des effets sur les petites et moyennes entreprises, sur le fait que les gens n'iront pas au restaurant, pas au cinéma, pas au coiffeur. Voilà ce qu'ils sont en train de faire et c'est dangereux pour l'économie française. Et je crois que nous sommes mieux placés que lui pour justement relancer la consommation populaire. Je reviens, si vous le permettez, à Raphaël Glucksmann qui dit dans ce même entretien qu'aujourd'hui LFI est devenu un repoussoir et que nouer des alliances avec vous, c'est faire un cadeau au Rassemblement national. Il dit plus il y aura de second tour à une élection législative ou présidentielle entre LFI et le RN, plus il y a de chances de voir des RN à l'Assemblée. Là, il parlait des législatives. Et dans les sondages, on voit qu'aujourd'hui, la gauche unie, c'est-à-dire écologistes, socialistes et LFI, elle est moins forte que la gauche qui part séparée. Il y a des voix qui s'évaporent entre les deux. Est-ce que c'est votre faute? Alors, première chose, est-ce que c'est notre faute? Ce n'est pas nous qui avons rompu avec le Nouveau Front Populaire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'invite tout le monde à réfléchir 15 fois avant de commenter un sondage, en se rappelant que la dernière fois, en juin et en juillet dernier, 27 sondages sur 27 donnaient tous l'extrême droite en tête, et c'est nous qui sommes arrivés en tête et l'extrême droite troisième. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sondage ou pas, Mathilde Panot, vous pouvez pas, pardon pour l'expression, dézinguer Raphaël Glucksmann en disant il n'est pas de gauche, il est macroniste. Expliquer qu'Olivier Faure a un projet qui n'est pas de gauche, et derrière dire les sondages se trompent, la gauche va se réunir et ça va être magique. Vous vous rendez compte que M. Glucksmann, qui nous fait là aussi la leçon, a 2 députés à l'Assemblée nationale. 2.
D'accord ? Qu'il est issu d'une formation politique qui a fait 1,67% à l'élection présidentielle. Nous avons fait 22%. Non, ce que je veux dire, c'est et que la dernière fois, ceux qui nous ont empêchés d'aller au second tour de l'élection présidentielle... Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible qu'il y ait des électeurs ou sympathisants socialistes qui n'aient pas envie de voter pour vous à un second tour, et que la réciproque est vraie. Oui, bien sûr. Des sympathisants LFI qui n'aient pas envie de voter. Mais surtout... c'est pourquoi la question du programme est aussi importante. Vous avez tout à fait raison. La question du programme est aussi importante parce que justement, nos candidatures, c'est le programme. C'est justement ce que nous portons. Et donc, si vous avez des gens qui, après la NUPES, qui, après le Nouveau Front Populaire, s'assoient à chaque fois sur les engagements qu'ils prennent, effectivement, vous avez raison, il y a un problème de rupture de confiance. Mathilde Panot, la France n'aura donc très probablement plus de Premier ministre demain soir à peu près à cette heure-ci. Je crois que le résultat du vote est prévu vers 19h. Est-ce que vous comptez toujours lancer dans la foulée, c'est-à-dire dès mardi, une procédure de destitution contre Emmanuel Macron ? Tout à fait, et je le redis, nous avons besoin d'une présidentielle anticipée. Pourquoi avons-nous besoin d'une présidentielle anticipée ? D'abord, je souligne que nous ne sommes pas seuls, la France Insoumise, à le demander. J'ai entendu le président de l'Association des maires de France qui demande lui aussi une présidentielle anticipée, Jean-Michel Apathy, vous avez Valérie Pécresse, etc., qui demandent eux aussi une présidentielle anticipée. Pourquoi je dis cela ? C'est pas la même chose, pardon. Demander une présidentielle anticipée, c'est-à-dire Emmanuel Macron doit démissionner et dire on veut le destituer en fonction de l'article 68, dont je rappelle quelques extraits, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Oui. Vous n'êtes pas sur la position de Valérie Pécresse. Alors, je pense que, si le président de la République... Ou alors j'ai raté quelque chose. Si le président de la République veut démissionner, ça nous va aussi très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Juste, Macron doit s'en aller. Tout le monde réalise que le pays a un problème et qu'il s'appelle Emmanuel Macron. Manquement à ses devoirs. Je vous remercie d'avoir mis l'article 68 de la Constitution sur lequel on s'appuie. On est fan de la Constitution ici, vous savez. Eh bien, vous avez bien raison. Eh bien, manquement à ses devoirs, même si nous voulons passer à la 6e République. Mais manquement à ses devoirs, eh bien, lorsque vous avez un président de la République qui refuse de respecter la souveraineté du peuple et le résultat des urnes, c'est la crise qui est en train d'éclater devant nos yeux aujourd'hui. Lorsque vous avez un président qui ne respecte pas ses devoirs, en quoi il ne respecte pas ? Écoutez, dans toutes les démocraties, c'est la force arrivée en tête à une élection qui est d'abord appelée à Matignon. Si je vous écoute, et ensuite... Panot, la force en tête aujourd'hui en termes de parti politique, c'est le Rassemblement national à l'Assemblée. Non, parce que... depuis que le NFP a explosé, le premier parti de France à l'Assemblée, c'est le RN. C'est quand même vous demandez à Emmanuel Macron... Non, c'est quand même assez osé d'avoir une élection il y a un an, sur lequel vous avez 193 députés qui sont élus sur le même programme, et où le président de la République refuse pendant des mois et des mois de les nommer à Matignon. Je rappelle que Emmanuel Macron a fait un repas à l'Élysée avec des grands patrons internationaux et nationaux pour leur dire « Nous avons perdu, nous avons été défaits aux élections comme à 2 autres élections précédentes, mais nous continuerons la même politique qui est pourtant détestée par l'ensemble du peuple français. » Vous voudriez que le RN vote cette destitution avec vous pour qu'elle soit efficace, sinon elle n'a aucune chance. Même avec le RN, elle en a très peu. Je vais vous dire, le RN, la dernière fois qu'a fait Marine Le Pen, nous avions eu une discussion d'abord en commission et nous devions en discuter dans l'hémicycle. Et il se trouve que c'est Marine Le Pen qui a bloqué la discussion sur la destitution du président de la République. Donc le RN, à chaque fois, est l'assurance vie du système. Mais je vais vous dire, chacun sera devant ses responsabilités. Et pourquoi nous avons besoin d'une présidentielle anticipée ? Pour offrir une issue positive au pays. Lorsqu'il y a un blocage dans le pays, alors il faut retourner aux urnes. Et par les urnes, le peuple français tranchera sur les grandes options qui lui sont présentées. Vous trouvez que c'est vraiment le moment de lancer ça, c'est-à-dire une présidentielle anticipée, ça va très vite, c'est 20-35 jours maximum pour organiser le scrutin. Qui va aller discuter avec Volodymyr Zelensky pendant ce mois-là ? Qui va aller... Oui, mais regardez, nous sommes dans une situation dans laquelle, potentiellement, tous les 3 mois, peut-être tous les 1 mois, vous allez avoir un gouvernement qui va tomber. Ce n'est pas sérieux de penser que cela va durer encore pendant 18 mois. Donc, plutôt que de soumettre la France pendant 18 mois à une incertitude de plus en plus forte, avec en plus du chantage à la dette qui nous est fait, du chantage à la dépendance aux marchés financiers, et donc de nous mettre dans la main justement de ces marchés financiers, eh bien, plutôt que cela, mieux vaut prendre un peu de temps pour exercer la démocratie et faire en sorte que nous choisissions sur, là encore, les grandes options devant nous.